Et donc, qu'est-ce qu'on attend en F2? Notre individu F1, il va pouvoir donner combien de types de gamètes? Combien de types de gamètes il va donner le F1? Alors, combien de types de gamètes peut donner le parent F1? Je vous écoute. 4, oui. 4. Et quel type? Il va pouvoir donner des gamètes de type parentaux. Pardon. Donc, des parentaux et des recombinés. Quels vont être les gamètes de type parentaux? OK? Donc, quel type de gamètes parentaux? Les gamètes parentaux dans ce croisement, ce sont lesquels? Pas hyper réactif aujourd'hui, hein? Donc, c'est le dernier TD, c'est d'en profiter pour voir si vous avez bien compris. Alors, ouais, les parentaux, ils sont pas que B+, ils sont quoi? Ils sont non, parentaux, c'est les gamètes qui correspondent aux associations parentales. Les parents, c'est quoi? C'est F et A6. D'accord? Donc F et A6, ils sont B plus J plus et l'autre B moins J moins. Donc les gamètes de type parentaux, ce sont les B plus, J plus et les B moins, J moins. OK? Et les recombinés, c'est les combinaisons qui ne sont pas parentales. Donc c'est B plus, J moins et B moins, J plus. OK? Vont s'associer à ces gamètes du parent F1, les gamètes venant du parent A6, qui lui est un individu qui porte deux copies de B-, deux copies de J-. Donc ce parent-là, il va forcément donner comme gamète uniquement des B-, J-. Si bien que mes individus F1, ils vont être B plus J- sur B-, J-, B-, J plus sur B-, J-. Mes individus ici, B plus sur B-, J plus sur J-, et ici, B-, J-. Donc là, j'ai les 4 génotypes possibles de mes individus F2. D'accord? Ok, ça, c'est ma F2. La question maintenant, moi, ce qu'on me demande, ce n'est pas les génotypes, hein. Je suis quand même obligée de les écrire, mais ce que l'on me demande, ce sont les phénotypes. D'accord? Donc, il faut que j'arrive à déterminer quel est le phénotype de ces individus-là, F2. Quel est le phénotype de ces individus F2-là, de ceux-là et de ceux-là. OK? Alors, pour ça, on va peut-être reprendre une partie où on vous dit sur comment se fait la biosynthèse des pigments chez cet organisme. On vous dit que chez cet organisme, comme bien d'autres, la coloration du pelage résulte d'un mélange de pigments différents. Ici, des pigments bruns et des pigments bruns et jaunes, et ça donne fauve. C'est le mélange qui donne fauve. Donc, en fait, si je vous écris, voilà, on va écrire ça ensemble. J'espère que ça vous servira plus que... Voilà, donc, alors, là, ce qu'on nous dit, c'est que la couleur fauve, elle résulte du mélange de deux pigments. Un pigment brun
un pigment jaune. D'accord? Ce pigment brun, comme on nous le dit, il provient d'une chaîne de biosynthèse dont on connaît les intermédiaires, hein, mais imaginez, vous avez un intermédiaire 1 qui est transformé en un intermédiaire 2 et ainsi de suite, et au final, ça donne du brun. Ici, vous avez un intermédiaire produit 1 qui va être transformé en un produit 2 et ainsi de suite, et au final, on va avoir du jaune. Et en fait, à chaque fois, on a une enzyme qui catalyse la transformation d'un intermédiaire en l'intermédiaire suivant dans la chaîne de biosynthèse. OK? Imaginez que vous avez un mutant qui est bloqué dans une des étapes ici. Oups, pardon. Dans cette étape-là. Donc, si on a un mutant, donc on imagine qu'on a une enzyme ici, J, qui catalyse la transformation de I1 en I2. Et en fait, c'est un gène J qui va donner, qui va coder cette enzyme. D'accord? Donc, chez un individu qui est J-, J-, il n'y aura pas cette enzyme. Du coup, la transformation de I1 en I2 ne se fera pas. Du coup, au final, il n'y aura pas de pigment brun. S'il n'y a pas de pigment brun, la couleur, ça va être quoi? Ça va être jaune. Puisque le pigment brun n'est pas synthétisé, mais ce n'est pas parce que cette étape du pigment brun est bloquée que du coup, il n'y a pas de pigment brun. Ça ne va pas pour autant empêcher la synthèse du pigment jaune. D'accord? Donc, un individu qui est muté dans une étape de la chaîne de biosynthèse d'un pigment va avoir comme couleur la couleur associée à l'autre pigment. Voilà. Et là maintenant, si en revanche, il y a une étape de l'autre chaîne de biosynthèse qui est bloquée, que par exemple, on a une enzyme B qui normalement catalyse la transformation de P en P2, cette enzyme, elle est codée par un gène qui s'appelle B. Si on a un homozygote mutant pour B, on n'aura pas le produit B, l'étape là ne sera pas réalisée, il n'y aura donc pas de pigment jaune, et du coup, les individus auront un pelage brun. D'accord? Et ce qui peut se passer aussi, c'est un événement plus rare, mais qui peut parfaitement se passer, c'est qu'on a un individu double mutant, c'est-à-dire un individu qui serait muté à la fois dans le gène J et aussi dans le gène B. Cet individu ne serait capable de produire ni l'enzyme J ni l'enzyme B. Du coup, I1 ne serait pas transformé en I2, P1 ne serait pas transformé en P2. Et donc, au final, cet individu, il n'aurait ni pigment brun, ni pigment rouge. Et du coup, quelle serait sa couleur de pelage? S'il n'y a ni brun, ni jaune, qu'est-ce qui reste? Je vous écoute. Pas de brun, pas de jaune? Fauve. Comment? Fauve. Ah non, fauve, c'est quand il y a du brun et qu'il y a, oui, et qu'il y a du jaune. D'accord? Si on a du brun, si on a du jaune, les deux se mélangent et produisent la couleur fauve. Mais comme le propose Manon, là, s'il n'y a pas de brun, on a dit, hein, quand il n'y a pas de brun, produit, par défaut, du coup, les individus ont le phénotype jaune. S'il n'y a pas de jaune, par défaut, les individus ont le phénotype brun. Et donc, s'il n'y a ni l'un ni l'autre, et effectivement, le phénotype, comme l'a proposé Manon, ce sera blanc. D'accord? Est-ce que vous comprenez pourquoi blanc? Pas de brun, pas de jaune, blanc. D'accord? Donc maintenant, finalement, on a une idée de ce qui se passe quand le gène J est muté, quand le gène B est muté, ou quand les deux sont mutés. Et si on revient à notre diapo précédente où on a écrit les génotypes des individus F2, finalement, on se retrouve
dans la situation où on a soit les deux pigments qui sont synthétisés, soit aucun des deux, soit peut-être un des deux. Donc, par exemple, ici, chez un individu qui porte un allèle sauvage de B, un allèle sauvage de J, sachant que, comme on me l'a dit, les phénotypes associés à un défaut de synthèse des pigments sont récessifs, ici, quelle va être la pigmentation du poil de ces individus ici, qui sont hétérozygotes, d'où l'hétérozygote, allèle sauvage en face de allèle mutant, sachant que les phénotypes mutants sont récessifs. Est-ce qu'un allèle sauvage de B, ça va suffire pour produire le produit, l'enzyme B? Dites-moi oui ou non. Oui, effectivement, Logan, oui. Est-ce qu'un allèle sauvage de J en face d'un allèle mutant de J, ça va suffire à produire l'enzyme J? Oui, Marine. Du coup, quel va être le phénotype de ces individus double hétérozygote, allèle sauvage en face de allèle mutant pour les deux gènes? Fauve, très bien. L'enzyme codée par le gène B est présente en quantité suffisante. Pareil pour celle codée par le gène J. Donc, les deux chaînes de biosynthèse des pigments sont fonctionnelles. Donc, l'individu produit les deux pigments, son phénotype est faux. Très bien. Là, maintenant, si on regarde l'autre parent, enfin l'autre F2, qui est homozygote mutant pour B, homozygote mutant pour J, pas d'enzyme B, pas d'enzyme J, pas de pigment jaune, pas de pigment brun. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Quand il n'y a ni jaune ni brun, le phénotype, c'est blanc, exactement. OK. Maintenant, on va regarder le phénotype des individus issus d'un gamète recombiné du parent F1. Là, on a un allèle sauvage de B en face d'un allèle mutant de B. On vient de voir juste avant que ça suffisait à produire l'enzyme B. Là, on a deux allèles mutants de J. Si on revient à la chaîne de biosynthèse des pigments, deux allèles mutants de J, on est ici, c'est-à-dire que l'individu ne peut pas produire le pigment brun. Et on a dit que par défaut, un individu qui ne produit pas le pigment brun, il est, comme l'a proposé Marine, il est effectivement jaune. D'accord? Donc là, pour les... Où est-ce que je suis? Voilà, là. Les individus qui ne sont pas capables de synthétiser le pigment brun, ils auront un phénotype jaune. OK? Et là, la réciproque, hein, on a un individu qui est hétérozygote pour le gène J, c'est-à-dire qui produit un allèle J, qui possède un allèle J capable de produire suffisamment d'enzyme J pour catalyser l'étape de la chaîne de biosynthèse considérée. Mais en revanche, il n'a aucun allèle sauvage du gène B. Il ne peut donc pas produire l'enzyme B. Oui, Marine, c'est ça. Et donc, si on revient à la chaîne de biosynthèse pour les autres, un individu qui ne possède pas l'enzyme B ici, il ne peut pas synthétiser de pigment jaune. Par conséquent, il a le poil brun. OK? Donc là, le phénotype, c'est brun. Là, je l'écran entier parce que comme on a blanc aussi. Voilà. Donc là, on a bien répondu à la question, quel phénotype observeriez-vous chez les descendants d'un test cross? Juste dernier point, histoire d'aller un tout petit peu plus loin, on nous dit que les deux gènes sont génétiquement indépendants. Du coup, j'attends ces différentes catégories phénotypiques à quelle fréquence? Je vous rappelle qu'on a revu ici que l'indépendance génétique, ça se traduit par le fait que la fréquence de gamètes parentaux est égale à la fréquence de gamètes recombinés est égale ici à 1,5. Ça veut dire que là, j'ai 1,5 de ces gamètes, 1,5 de ceux-là, et que chaque type de gamète ici se forme à la même fréquence. C'est-à-dire que j'ai la moitié de 1/4 pour cela, la moitié de 1,5, pardon, et ici la moitié de 1,5. Donc j'ai 1/4, 1/4, 1/4 et 1/4. Est-ce que c'est bon? Oui, super. Et voilà, donc là on a terminé. Alors là, ce que vous avez derrière, ce sont les diapos de correction.
qui correspondent exactement à ce que l'on vient de voir, la chaîne de biosynthèse, les génotypes, et ici, le tableau de gamètes qu'on a présenté ici, avec 4 classes phénotypiques et les fréquences de chacune d'entre elles. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions à poser sur ça ou sur n'importe quelle autre partie des TD du cours qu'on a fait ensemble depuis, enfin ensemble ou pas d'ailleurs, depuis le début de l'année? J'arrête de partager pour voir avec vous si vous avez des questions. Donc n'hésitez pas, hein, c'est la dernière séance de TD. C'est un peu la dernière occasion pour vous de, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, de les revoir avec votre enseignant. Donc dites-moi. Personne n'a de questions? Tout est clair? Si, j'ai une question, Oui, madame. allez-y, dites-moi. Est-ce que pour lors du prochain CC en présentiel, l'enchaînement de l'ordre, genre pour répondre aux questions, on est obligé genre, on doit Alors, faire les trucs, Alors, genre, ça dépend du type d'exercice, hein. C'est-à-dire que si vous avez des questions qui sont totalement indépendantes, ou quelqu'un vous le précise, en général, on met questions machin indépendantes des autres, là, vous pouvez faire comme vous voulez. Mais comme vous avez pu le voir, en fait, l'analyse génétique, elle se construit petit à petit. On ne peut pas répondre à la question 3 si on n'a pas fait la ouais. question 1. Par exemple, si vous n'avez pas déterminé si vos phénotypes sont dominants et récessifs, ben, ça va être difficile d'analyser un tableau de complémentation fonctionnelle. D'accord. Vous voyez, ce Ok. genre de truc. Donc, si c'est un exercice où les questions sont emboîtées les unes dans les autres, ben, vous êtes obligé de commencer par le début. D'accord? Après, si vous avez deux exercices différents, vous pouvez choisir de faire l'un ou l'autre en premier. Et si vous avez une question indépendante des autres, vous pouvez la faire quand vous voulez. Ok? La chose importante, hein, c'est de bien distribuer votre temps sur les différentes questions. Essayez de- d'aller suffisamment vite pour pouvoir aller jusqu'au bout. Réfléchissez bien malgré tout. Et comme je vous ai dit à chaque fois, hein, quand vous notez au fur et à mesure sur le brouillon les informations que vous avez récupérées en traitant chacune des questions, parce qu'en général, plus on va loin dans l'exercice, plus on va avoir besoin à un moment ou à un autre de se référer aux réponses qu'on a trouvées précédemment. Et donc, c'est important de donner des réponses cohérentes, hein, c'est-à-dire de ne pas donner une réponse à la question 3 et puis oublier ce que vous avez dit à la question 2 et puis répondre à un truc qui ne va pas avec et avoir des réponses qui sont pas une analyse qui est incohérente. Ça va vous aider à progresser dans l'analyse et puis c'est surtout que ça nous permettra de voir que vous avez bien compris. Donc, revenez régulièrement, rejetez un œil sur ce que vous avez trouvé comme réponse pour voir s'il y a une cohérence globale. Et si vous bloquez sur une question, essayez à la limite s'il y a un deuxième exercice, de passer au deuxième exercice. Perdez pas votre temps à vous énerver sur une question. D'accord. D'accord? Et le CC, il durera à peu près 1 heure? Je crois que c'est 1h30 il me semble. Sachant que le créneau est de 2 heures parce qu'il y a des tiers-temps. Donc, il faut qu'on puisse laisser aux étudiants qui bénéficient d'un tiers-temps une demi-heure supplémentaire pour composer. D'accord. OK? Donc, faites vraiment attention à bien gérer votre temps, hein. Si vous êtes bloqué à un moment, vous vous posez. Vous n'oubliez pas que la solution à tout exercice de génétique, elle se trouve dans le tableau de gamètes. Si vous savez faire un tableau de gamètes, vous sortirez de n'importe quelle situation. Faut juste savoir quelles sont les fréquences des gamètes parentaux et des gamètes recombinés l'une par rapport à l'autre en cas de liaison génétique, d'indépendance génétique, et puis après, c'est bon. Rappelez-vous aussi qu'à chaque fois que si on vous demande de calculer une distance, enfin, si on vous demande de déterminer si deux gènes sont génétiquement liés ou génétiquement indépendants, que vous trouvez que vos deux gènes sont génétiquement liés, il ne faut pas vous arrêter là. Il ne faut pas juste dire bah, les deux gènes sont génétiquement liés. Il faut dire donc, ils sont physiquement liés et donc, on va calculer la distance qui les sépare en unité de recombinaison. D'accord? Pareil pour quand vous faites un test de complémentation fonctionnelle, il ne s'agit pas d'établir les groupes et puis de passer à la question suivante. Vous devez conclure quelque chose. Vous devez vous être assuré préalablement que les mutants sont de phénotype récessif. S'il y a un mutant qui est de phénotype dominant, vous en faites quoi dans le test cross, dans le test de complémentation fonctionnelle? Là, vous devriez tous vous jeter sur votre micro pour répondre, hein. Quand vous faites un test de complémentation fonctionnelle et que vous avez
Dans l'eau, vous faites un test de dominance-récessivité au préalable et vous trouvez qu'il y a un des mutants, par exemple, qui a un phénotype dominant. Vous en faites quoi de celui-là? Marine me dit, j'ai pas très bien compris le test de complémentation. D'accord. Bah, c'est peut-être le moment de revoir alors. Donc, est-ce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas bien compris? Alors, on y va. Ok. Je vais partager mon écran. Donc là, je prends une. Ok, ah bah ouais, ici, vous dites aussi que Donc, n'hésitez pas à poser des questions. C'est dommage, j'ai l'impression qu'il y en a qui vont passer à côté de la possibilité de mieux comprendre certaines choses. Donc, un test de complémentation fonctionnelle, c'est quoi? Un test de complémentation fonctionnelle, c'est un test au cours duquel on croise entre eux des mutants de même phénotype ou de phénotype similaire pour déterminer si ces mutants sont mutés dans un même gène, s'ils ont un gène muté en commun ou pas. Par exemple, si je vais appeler M1 un mutant, j'ai M1, j'ai M2, M3, on va en prendre 3, ok. Donc, je prends 3 mutants, M1, M2, M3, qui ont des phénotypes similaires, peu importe lesquels, ok. Qui ont un phénotype, j'en sais rien, qu'est-ce qu'on voulait, on va dire blanc, ok. Peu importe dans quoi est impliqué, pour quel caractère on s'intéresse. J'ai 3 mutants de phénotype blanc. La question que je me pose, c'est est-ce que ces 3 mutants sont mutés dans un même gène? Ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils ont le même phénotype, mais est-ce qu'ils sont mutés dans un même gène? Ok. Ok, mutés dans un même gène. Pour répondre à cette question, on va faire ce qu'on appelle donc un test de complémentation fonctionnelle ou TCF. Et ce test consiste à croiser des mutants de même phénotype ou de phénotype similaire entre eux, et en fonction du résultat du croisement, de déterminer si, oui ou non, les deux mutants sont mutés dans un même gène. Si par exemple, je croise M1 avec M2, ok, on est chez la souris par exemple, l'œil de drosophile blanc, je croise un mutant blanc avec un autre mutant blanc, je ne sais pas s'ils sont mutés dans la même gène ou pas, et je constate que en F1, j'obtiens des individus qui ont également un phénotype blanc. Qu'est-ce que vous allez faire de ça? Qu'est-ce que ça vous apporte comme information? Le mutant M1, donc on imagine que ce sont des souches pures. Hein. Donc si j'appelle A le gène dans lequel le mutant 1 est muté, et A, alors je vais appeler A1, celui-là, enfin A allèle 1, lui A, on va dire allèle 2. Qu'est-ce qui se passe si ce gène A, c'est le même qui est muté dans la souche 1 et dans la souche 2? Mes individus F1, ils vont être A allèle 1 sur A allèle 2. Ce qui veut dire que je n'aurai pas de produit sauvage du gène A synthétisé à partir de l'allèle A1, que je n'aurai pas non plus de produit sauvage du gène A synthétisé à partir de l'allèle 2. Par conséquent, le phénotype de ces individus, c'est blanc, ce que j'ai écrit ici. D'accord? Quand on fait le test de complémentation fonctionnelle, on raisonne à l'envers. À l'envers. C'est-à-dire qu'on traite cette information pour en déduire quelque chose. Le test de complémentation fonctionnelle, ça va être vous croiser M1 avec M2 et les individus F1 ont un phénotype blanc. De ça, vous allez dire, s'ils ont un phénotype blanc, ça veut dire qu'il n'y a pas complémentation fonctionnelle entre le ou les gènes mutés dans la souche M1 et ceux mutés dans la souche M2. Donc, s'il n'y a pas de complémentation fonctionnelle, ça veut dire que la fonction, en fait, n'est pas retrouvée chez cet individu F1 et donc, il a hérité de 2 allèles mutants du même gène. D'accord? Donc, quand vous croisez 2 individus mutants entre eux et que la descendance présente le même phénotype mutant, ça veut dire qu'il n'y a pas de complémentation fonctionnelle, ça veut dire que c'est le même gène qui est muté dans les 2 souches.
on a la souche M1 qui a un allèle 1 du gène A, la souche M2 qui a un allèle 2 du même gène A, et du coup, chez l'individu F1 qui hérite de deux allèles mutés, la fonction du gène A n'est pas assurée, et par conséquent, l'individu a un phénotype blanc. Donc, d'après le phénotype des descendants F1, vous allez déduire le génotype des parents. Est-ce qu'ils sont mutés dans un même gène ou pas? OK? Donc là, c'est quand on n'a pas complémentation fonctionnelle. Mais si par contre, je croise mon mutant M1 avec mon mutant M3, qui a lui-même un phénotype blanc. Mon mutant M1, il est muté dans le gène A et il a l'allèle 1 ici. OK? Son phénotype est blanc. Mon mutant M3, il a aussi un phénotype blanc, mais lui, il est muté dans un gène B. Il possède l'allèle 1 pour ce gène B. Du coup, qu'est-ce qu'il faut surtout pas écrire comme génotype des F1? Si je vous dis, les F1, ils ont un phénotype, alors si c'est l'œil de drosophile, rouge, brique. OK? Ça, la souche sauvage de référence, elle a l'œil rouge, brique. OK? Donc là, vous croisez deux individus de phénotype mutant blanc entre eux. Et dans la descendance, vous observez un phénotype sauvage, brique. OK? Donc là, qu'est-ce que ça veut dire que les individus F1 et l'œil rouge brique? Ça veut dire que chez ces individus, la présence d'un allèle sauvage pour chacun des deux gènes ici a compensé la présence de l'allèle mutant apporté par l'autre parent. Par conséquent, cet individu-là, M1, c'est une souche pure, ok? Donc il est homozygote mutant A1 sur A1. Et là, c'était aussi, si c'est drosophile, hein, A1 sur A2. Là, il est A1 sur A1. Lui, il est B1 sur B1. Mais est-ce que, quand je vois le phénotype ici, rouge brique, ça veut dire que cet individu F1, il a hérité d'un allèle 1 venant du parent M1, un allèle A1. Il a hérité d'un allèle B1 venant du parent M3. Mais comme le phénotype est rouge brique, ça veut dire qu'en face de A1, le parent M3 a apporté un allèle sauvage, A+. De la même manière, le parent M3 a apporté un allèle B1 mutant, mais le parent A1 a lui apporté un allèle B+ sauvage. OK? La présence de l'allèle sauvage compense la présence de l'allèle muté en face. Je ne sais pas du tout s'ils sont là à ce niveau-là, je ne sais pas s'ils sont sur le même chromosome ou pas mes deux gènes. Mais attention, c'est deux gènes différents. Donc ici, si on veut éviter d'écrire une bêtise, on écrit que le mutant M1, il est A1 sur A1, mais par contre, il est B+ sur B+. OK? Et que lui, il est B1 sur B1, mais par contre, il n'est pas muté dans le gène A, donc il est A+ sur A+. OK? Donc l'individu F1, il hérite pour chaque gène, A et B, d'un allèle sauvage d'un parent, d'un allèle mutant de l'autre parent. Globalement, la fonction du gène A peut être assurée par l'allèle sauvage A+, la fonction du gène B peut être assurée par l'allèle sauvage B+, et donc l'individu a une couleur d'œil sauvage, brique. OK? Dans le test de complémentation fonctionnelle, là encore une fois, on va interpréter le résultat pour en conclure le génotype. Vous croisez deux mutants de même phénotype entre eux, vous obtenez des descendants de phénotype sauvage, vous en concluez que, puisque le phénotype est sauvage, ça veut dire qu'il y a complémentation fonctionnelle. S'il y a complémentation fonctionnelle, alors ça veut dire que les deux souches sont mutées dans deux gènes différents. OK? Et tout ça n'a de sens, tout ce que je viens de dire là n'a de sens, que si le phénotype mutant est, pour les deux mutants, récessif par rapport au phénotype sauvage.
il faut que le phénotype blanc du mutant M1 soit récessif par rapport au phénotype rouge brique du sauvage. Pareil pour le mutant M3. Il faut que le mutant M3 ait un phénotype blanc qui soit récessif par rapport au phénotype rouge brique. Pourquoi je vous dis ça? Si vous aviez un mutant de phénotype dominant, donc je vais écrire ici, imaginez que l'on ait un mutant M4 qui a un phénotype blanc, mais dominant. Dominant, ça veut dire que quand je croise M4 par SSR, ça me donne des individus qui ont l'œil blanc. D'accord? L'effet de l'allèle muté l'emporte sur l'effet de l'allèle sauvage. Là, mon mutant M4, il peut être muté dans un gène C, d'accord? Donc, mon individu F1, il est C- sur C+, mais il a l'œil blanc parce que la présence de l'allèle muté prend le dessus sur l'allèle sauvage. D'accord? Si je voulais savoir si M4 est muté dans un même gène que M1, M2 ou M3, je me dirais, ben, ok, je vais croiser M4 par M1. M1 a l'œil blanc, M4 a l'œil blanc, je les croise entre eux. Quel va être forcément le phénotype des descendants F1? Le phénotype, ça va forcément être blanc, puisque le phénotype de F4 est dominant. Si je croise maintenant M4 avec M2, quel va être le phénotype des descendants F1? Ben, pareil, ça va être blanc. Et en fait, quel que soit le mutant avec lequel je veux croiser M4, les descendants seront toujours de phénotype blanc. Donc, ça ne m'apporte aucune information sur est-ce que ce mutant M4 est muté dans un même gène que les autres mutants. Puisque dès qu'on voit ici que quand on croise ce mutant par la souche sauvage de référence, ça donne un phénotype sauvage. Qu'est-ce que je vous ai mis là? J'ai mis blanc, pardon. Ici, là, c'est brique. Dès que je croise mon mutant M4 par n'importe quoi, oui, non, c'est blanc, c'était ça, pardon. Pardon, c'était ça. La présence de l'allèle mutant impose son phénotype. Donc, quand je croise avec sauvage, ça fait blanc. Quand je croise avec M1, ça fait blanc. Quand je croise avec M2, ça fait blanc. Quand je croise avec M3, ça fait blanc. Et je pourrais croiser avec n'importe quoi, ça fera toujours blanc. Donc ça n'est pas du tout informatif pour un test de complémentation fonctionnelle. Donc, quand vous avez un mutant de phénotype dominant par rapport au sauvage, il faut qu'il soit exclu du TCF, c'est-à-dire simplement vous ne traitez pas les résultats obtenus avec son mutant parce qu'il ne vous apporte aucune information. D'accord? La dernière chose, quand on fait un test de complémentation fonctionnelle, après je pense qu'on aura revu toutes les notions, on va donc croiser tous les mutants entre eux, analyser le phénotype de tous les descendants, et notre analyse, on va la structurer en établissant des groupes de complémentation fonctionnelle. Contrairement à ce que pourrait laisser penser le nom, ce que l'on va mettre dans un groupe de complémentation fonctionnelle, ce sont des mutants qui ne complémentent pas entre eux, c'est-à-dire des mutants qui sont mutés dans au moins un même gène. Ils ont un gène muté en commun. Donc là, mon mutant M1 et mon mutant M2, on a vu qu'ils étaient mutés dans un même gène A et que chacun portait un allèle différent, A1 pour M1, A2 pour M2. Ils sont mutés dans un même gène, donc je vais regrouper A1 et A2 dans un même gène, dans un même groupe. Et ça va définir un gène grand A, représenté ici par deux allèles, l'allèle 1, l'allèle A2. Là, j'ai vu que quand je croise M1 avec M3, j'obtiens des descendants F1 de phénotype sauvage. Par conséquent, j'en ai conclu qu'ils étaient mutés dans deux gènes différents. Donc, je vais laisser A1 dans son groupe. Et par contre, je vais mettre le mutant M3. Oui, pardon, j'ai pris le nom des gènes là. Pardon, excusez-moi, c'est pas le nom du gène qu'on met ici. Là, c'est le nom du mutant. Donc là, c'est, pardon, ici, voilà. Donc là, c'est M1. Là, c'est M2. Là, c'est M1 que je mets dans son groupe. Et du coup, M3 qui n'est pas muté dans le même gène, ben, je le mets dans un groupe différent. Donc là, j'ai mon mutant M1 et dans un autre groupe, j'ai mon mutant M2.
Après, est-ce que je mets, M3, pardon, est-ce que je mets, comment je fais avec M2? Est-ce que M2, alors M1, M2, on sait qu'il est dans le même groupe que M1. La question, c'est est-ce qu'il est aussi dans le même groupe que M3? Si M2 n'a aucun gène muté en commun avec M3, quand vous allez croiser les deux ensemble, les descendants F1 auront un phénotype sauvage. Si en revanche, quand vous faites M2 par M3, vous obtenez des individus F1 qui ont l'œil blanc, ça veut dire que M2 et M3 sont mutés dans un même gène. Donc du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez pas mettre tout le monde dans le même groupe puisque M1, puisque ici on vient de voir que M1 et M3 n'étaient pas mutés dans un même gène. Par conséquent, si on voit que M2 et M3 sont mutés dans un même gène, il faut faire un groupe où on va avoir M3 et M2, mais vous ne pouvez pas mettre dans le même groupe M1 et M3. Et du coup, de l'analyse, vous conclurez que vous avez au moins deux gènes impliqués. Vous avez deux groupes de complémentation fonctionnelle, donc au moins deux gènes impliqués dans la corrélation de l'œil de la drosophile. Et comment vous pourriez qualifier votre mutant M2 par rapport à celle qui a posé la question tout à l'heure? Le mutant M2, on le retrouve dans deux groupes de complémentation fonctionnelle. Par conséquent, c'est ce qu'on appelle un double mutant. M2 est un double mutant parce que l'on vient de voir qu'il se retrouve dans deux groupes de complémentation fonctionnelle, chaque groupe représentant un gène. Donc, le mutant M2, il est muté dans deux gènes au moins. Voilà. Est-ce que celui qui m'a demandé a encore des questions ou est-ce que c'est plus clair? Alors, attendez, je vois le chat là. OK. Alors, pardon. Très bien, ouais. Ça va? OK. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre question? C'est bon? À vous de me dire. Hein. OK. Bah, écoutez, si personne n'a de questions, pour le calcul de la distance génétique. Alors, OK. Le calcul de la distance génétique, c'est égal à la distance en présenté. J'insère une nouvelle dia. Voilà. Donc, alors attendez, où est-ce qu'il est mon dessin? OK. Alors, hop. Donc, le calcul de la distance génétique en unité de recombinaison, ce qu'on vous demande. Hein. Donc, la distance en unité de recombinaison, c'est égal à la fréquence de gamètes recombinés fois 100. Donc, à chaque fois que vous allez soit dans la descendance d'un test cross, soit dans la descendance d'un croisement F1 par F1, soit chez la levure dans l'analyse des spores haploïdes issus d'un diploïde par sporulation, vous allez devoir identifier les catégories recombinées. D'accord? Donc, chez la levure, c'est facile. Dans un test cross, c'est facile aussi. Là où ça peut être plus difficile d'analyser, d'identifier les catégories recombinées, c'est quand vous avez un croisement F1 par F1 avec des relations de dominance-récessivité entre les différents phénotypes et que du coup, on ne peut pas toujours directement visualiser le phénotype des individus recombinants. Mais en tous les cas, quelle que soit la situation, ce qu'il faut que vous obteniez, c'est R. R qui est égal à la fréquence de recombinaison. Donc, on avait vu des cas plus simples, des cas simples chez la levure. On avait vu le cas d'un test cross où on peut analyser les catégories, on peut visualiser plus facilement les catégories recombinées, pas toujours, mais plus souvent. Et dans le cas des croisements F1 par F1, ben, il faut toujours faire un tableau de gamètes. Vous faites votre tableau de gamètes. Si c'est, oh là, pardon, c'était tellement de travers. Si c'est un tableau de gamètes à 16 cases ou à 4 cases, peu importe, ce qui est important, c'est de sortir la valeur de R. Et je vous rappelle que dans un tableau de gamètes,
la valeur de R, on peut toujours la retrouver, comme on l'a fait dans les derniers TD, hein, en calculant, en faisant une équation, en fait, sachant que si là, vous avez un individu F1, vous avez les gamètes de type parentaux, les gamètes de type recombiné, comme ça ou comme ça, et la fréquence de chaque type de gamète, la fréquence totale de gamètes, la fréquence de gamètes totale, c'est égal à 1, et c'est aussi égal à la fréquence des gamètes parentaux plus la fréquence des gamètes recombinés. Et tout ça, ça fait 1. Donc finalement, la fréquence de gamètes, attendez, j'ai pu avoir la place d'écrire. OK. Donc finalement, la fréquence de gamètes, enfin, 1, c'est égal à parentaux plus recombinés. Donc la fréquence de gamètes parentaux, c'est égal à 1 moins R. La fréquence de recombinés, c'est égal à R. Et dans un tableau comme ça, on a deux types de gamètes parentaux équifréquents. Et donc la fréquence, c'est 1 moins R sur 2. 1 moins R sur 2 pour les gamètes parentaux et R sur 2 pour les gamètes recombinés. OK? Et donc finalement, à chaque fois, ce qu'il faut, c'est obtenir la valeur de R. Et quand vous arrivez d'après les fréquences phénotypiques, quand vous avez R, et ben de là, il faut extraire la valeur de R. Et ensuite, la distance, c'est égal à R fois 100 en unité de recombinaison. Ça va, Mohamed? Oui, j'ai mieux compris. Super, merci. Et alors, Marine, elle dit, est-ce qu'on peut revoir le choix du milieu de culture? Alors, qu'est-ce que vous entendez par le choix du milieu de culture? Attendez, hein, je prends là. OK, hop. Pour sélectionner, ce qu'on a eu dans les CC. Oui, mais c'est vague, c'est milieu de culture pour sélectionner les diploïdes, par exemple. Qu'est-ce que... Oui, OK. Sélection des diploïdes. OK. Alors, si vous avez, alors on va prendre une souche URA-, par exemple, et une souche, alors on est chez la levure, hein. Donc on croise entre elles des souches qui sont haploïdes, toujours, deux signes sexuels opposés, toujours, sinon ça reviendra à croiser deux mâles entre eux ou deux femelles entre elles. OK? Et on veut sélectionner les diploïdes issus du croisement entre eux. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme... Attendez, hein, je réfléchis à un système... alors, par exemple, si on veut... Alors, si on veut sélectionner les diploïdes issus de ce croisement, d'accord? Si on considère que les phénotypes mutants sont récessifs, on va avoir des individus qui vont être de phénotype URA+, TRP+, d'accord? Mais mutants URA-, si je veux qu'ils soient capables de se développer, je vais être obligée de les cultiver sur un milieu M0 plus URA, d'accord? Mais mutants TRP-, si je veux qu'ils soient capables de se développer, je vais les mettre dans un milieu M0 plus TRP. D'accord? Si je veux que mes diploïdes puissent se développer, mais que je ne sais pas si le phénotype URA-, il est dominant ou pas, le phénotype TRP-, il est dominant ou pas. Donc là, j'ai considéré que mon phénotype était dominant, d'accord? Et donc, ces individus-là, ils vont pouvoir pousser sur un milieu M0. Mais admettons
que mon croisement n'ait pas fonctionné. C'est-à-dire que j'ai rien qui est poussé sur ma boîte. Qu'est-ce que je pourrais penser? Si j'ai rien si j'ai ça, je sais, ça me dit tout de suite que le phénotype URA-, il est récessif par rapport au phénotype URA+, et que ici, le phénotype TRP- est récessif par rapport au phénotype TRP+. OK? Mais si j'avais eu aucun diploïde, qu'est-ce que ça aurait pu vouloir dire? Ça aurait pu vouloir dire que le phénotype URA- est dominant, que le phénotype TRP- est dominant. Mais ça peut, ça dépend, enfin, si j'étale, pardon, excusez-moi, si j'étale sur un milieu M0, d'accord? S'il n'y a rien sur M0, aucun diploïde, je vais en conclure que URA- est dominant ou que TRP- est dominant. OK? Mais ça peut aussi être simplement que le croisement n'a pas fonctionné. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on étale les diploïdes sur un milieu M0 plus, on fait l'étalement sur un milieu M0 plus URA plus TRP. Donc, sur ce milieu, tout le monde va pousser. Les URA-, les TRP-, tout le monde va pousser. Et ensuite, on va faire une réplique sur un milieu M0. Et sur ce milieu M0 non complémenté, seuls les mutants URA+ et TRP, enfin seuls pardon, excusez-moi, n'importe quoi, les diploïdes URA+ TRP+ pourront se développer. Donc là, on sera sûr que le phénotype URA- est récessif, TRP- est récessif. D'accord? Donc là, en fait, si mes phénotypes mutants sont récessifs, mon diploïde va pouvoir pousser, enfin se développer, sur un milieu non supplémenté en URA et en TRP. Mais chacune de mes souches haploïdes ne pourra pas pousser sur M0. Vous êtes d'accord? La souche URA- de départ, s'il n'y a pas eu de croisement, elle ne pourra pas pousser sur M0. La souche TRP- de départ, elle ne pourra pas non plus pousser sur la réplique M0 si on n'a pas rajouté du TRP. Donc là, finalement, sur ce milieu-là, seuls les individus, enfin, pardon, pas les individus, mais les levures, pardon, diploïdes pourront se développer sur le milieu M0. D'accord? Est-ce que ça va, ça, déjà? Oui? Marine? Ok. Alors après, il y a des situations où il faut que l'on rajoute des marqueurs d'oxotrophie pour pouvoir sélectionner les diploïdes. Est-ce que c'est plus ça que vous n'aviez... Là, finalement, on a un moyen de sélectionner nos individus diploïdes puisque si notre phénotype mutant est récessif, seuls les individus diploïdes de phénotype hétérozygote pourront se développer sur le milieu de réplique. Est-ce que ça va ça ou est-ce que vous voulez plus, hein, Marine? Plus, ok. Alors dites-moi exactement quelle situation vous voulez. Donnez-moi l'exemple que vous n'avez pas su traiter. J'efface ça ou j'insère une nouvelle dia. Donnez-moi un exemple de ce que vous n'avez pas compris. Vous pouvez me l'écrire hein, si vous voulez. Avec les tests de complémentation. Ok, d'accord. Donc c'est bien ça, c'est marqueur d'oxotrophie. Donc, vous croisez un mutant de levure URA-, par un autre mutant de levure URA-. Ces deux mutants sont haploïdes, de signe sexuel opposé. OK? Vous allez produire un diploïde. La question, ça va être
Non, c'est même pas... donc là, non, là encore, on n'a pas besoin. Bon, enfin, on fait quand même un test de complémentation, mais il y aura moins, pardon. Donc, vous croisez vos deux mutants entre eux. Si le diploïde... Alors, attendez, on va faire... si il y a complémentation fonctionnelle. Votre diploïde, complémentation fonctionnelle, ça veut dire que vos deux mutants URA- ne seront pas mutés dans le même gène. D'accord? Donc, votre diploïde, il aura en réalité comme phénotype URA+. Donc, si vous faites, mais en même temps, vous ne pouvez pas le savoir à l'avance, parce que s'il n'y a pas, alors, s'il y a complémentation fonctionnelle, le diploïde, il est URA+. Mais si il n'y a pas complémentation fonctionnelle, le diploïde, il sera URA-. Vous êtes d'accord? Donc, quand vous faites votre étalement, si vous allez être obligé, comme vous ne savez pas s'il y a complémentation fonctionnelle ou pas, vous allez être obligé de faire votre étalement sur un milieu M0 plus URA, ce qui était le cas de chacun des mutants. Là. M1 était maintenu sur M0 plus URA, sinon il ne peut pas se développer. Lui sur M0 plus URA. OK. Et donc là, sur ce milieu M0 plus URA, les URA- et les URA+ vont être capables de se développer. OK? Maintenant, pour savoir si votre diploïde, il est URA- ou il est URA+, vous allez faire une réplique sur un milieu M0 cette fois-ci. Sur ce milieu M0, seules les colonies, les diploïdes qui sont URA+, vont pouvoir se développer. D'accord? Donc, si vous croisez deux mutants URA- entre eux, que vous étalez sur un milieu M0 plus URA, les diploïdes vont se développer, à condition qu'il y ait complémentation fonctionnelle. D'accord? Si on voit se développer des colonies sur le milieu M0, c'est qu'elles sont URA+, et donc c'est qu'il y a complémentation fonctionnelle. On est d'accord? Vous êtes d'accord, Marine? Le problème, c'était le cas que j'essayais de vous dire tout à l'heure, s'il n'y a pas complémentation fonctionnelle. Donc, si on écrit ce cas d'une autre couleur, comme ça, donc là, on va faire le cas de s'il n'y a pas complémentation fonctionnelle. S'il n'y a pas complémentation fonctionnelle, donc pas complémentation fonctionnelle, je fais mon croisement, j'obtiens mon diploïde, je l'étale sur M0 plus URA. Là, j'ai des colonies, je fais une réplique et je n'ai pas de colonie. Si je n'ai pas de colonie, je vais en déduire que mon diploïde, il est URA-. De ça, je vais déduire que le diploïde, il est URA-. Les diploïdes sont URA-. D'accord? Et s'ils sont URA-, c'est qu'il n'y a pas complémentation fonctionnelle. Donc là, M0 plus URA, on a les URA- plus les URA+ qui sont capables de se développer. Et là, si je n'ai pas de diploïde, je dirais que le diploïde est de phénotype URA-. S'il est de phénotype URA-, ça veut dire qu'il n'y a pas de complémentation fonctionnelle entre les deux. Ça va? L'autre possibilité, c'est que si là, vous vous dites, en fait, si j'ai... Donc ça, je vais vous le mettre en plus. Ça, c'est pas nécessaire ici, mais pas forcément. Donc, voilà. Donc, imaginez qu'en fait, vous vous dites, bah ouais, mais peut-être que j'ai rien parce que mon croisement n'a pas fonctionné. Vous pouvez mettre ce qu'on appelle un milieu de sélection des diploïdes, enfin, vous mettre rajouter des mutations d'oxotrophie. Et là, donc, du coup, qui n'ont rien à voir avec ce que vous faites, avec ce que vous recherchez, mais qui vont vous aider à être sûr que sur le milieu, seul, en fait, le milieu de sélection des diploïdes, c'est vous mettre dans des conditions de milieu où seuls les diploïdes vont pousser. Donc, mais je ne sais pas si c'est ça que vous voulez ou pas. Attendez, je revois votre... vous pouvez prendre la parole hein, si... choix du milieu de culture, ce qu'on a eu dans le CC. Je ne sais pas ce que vous avez eu dans le CC, en fait. Enfin, je ne sais pas ce que vous voulez dire par ce qu'on a eu dans le CC, mais...
Si vous pouvez prendre la parole pour me dire, est-ce que ça suffit ou c'est ce que vous m'avez expliqué? Ok, d'accord. Bon, bah, c'est bon alors. Ok, sinon le principe du milieu de sélection des diploïdes, je peux vous le redire, ça peut toujours vous servir aussi. C'est quand vous croisez... Oups, qu'est-ce que j'ai fait là? N'importe quoi. Attendez, je reviens. J'étais tout au bout. Non, oui. Vous croisez un M1 par un M2 et vous voulez sélectionner les diploïdes. C'est-à-dire que vous voulez vous mettre dans des conditions où seuls les diploïdes vont pousser et ensuite vous allez analyser le phénotype des diploïdes. D'accord? Donc, ce que vous faites, c'est qu'à chaque mutant, vous rajoutez une mutation d'oxotrophie. Par exemple, là, vous rajoutez une mutation AD-. Ici, vous rajoutez une mutation, j'en sais rien, moi, Gal-. OK? Donc, du coup, pour être sûr que vous sélectionnez bien des diploïdes et ensuite que vous allez faire une réplique pour analyser leur phénotype, et là, vous allez bien regarder leur phénotype, qu'est-ce que vous faites? Vous ajoutez une mutation d'oxotrophie, qui n'a rien à voir avec URA, par exemple, d'accord? Donc là, voilà, Gal- et URA-. OK? Ce mutant M2, il va pousser pour que, à cause de cette oxotrophie-là, il puisse se développer, il faut se mettre sur un milieu avec du glucose. Pour que URA- n'empêche pas la souche de se développer, on va rajouter de l'uracile. Ici, ce mutant M1, il va pouvoir se développer si on rajoute de l'uracile dans le milieu et là, de l'adénine dans le milieu. D'accord? Si vous voulez que seuls vos diploïdes puissent se développer et que les souches parentales haploïdes ne puissent pas se développer, vous allez sélectionner vos diploïdes sur un milieu M0 où le mutant M2 tout seul, enfin, comment dire, les souches haploïdes M2, la souche haploïde M2 ne pourra pas se développer. Donc, il faut lui donner du galactose comme source de carbone. Comme ça, la souche haploïde M2, elle ne peut pas se développer. D'accord? Ces mutations qu'on rajoute là, les mutations pour sélectionner les diploïdes AD- et ici Gal-, elles doivent forcément être de phénotype récessif. D'accord? Phénotype récessif. Phénotype récessif. De sorte que sur le milieu où on va faire le croisement, on a M0 avec du galactose comme source de carbone et pas d'adénine rajoutée. Mais par contre, on rajoute de l'uracile. Donc, la souche haploïde AD-, elle ne va pas pouvoir se développer. Donc, la souche qui a AD-, elle ne va pas se développer sur ce milieu. La souche qui est Gal-, parentale, elle, haploïde, elle ne va pas pouvoir se développer. Et donc, seuls les diploïdes qui ont un allèle AD+ venant de M2 et un allèle Gal+ venant de M1 pourront se développer sur ce milieu. Donc, du coup, sur ce milieu, on n'aura que les diploïdes qui vont pousser. On est sûr que ce sont des diploïdes. D'accord? Et ensuite, donc ça, c'est mieux de sélection. Et une fois que vous allez sélectionner vos diploïdes, vous allez faire votre réplique. Donc, sur ce milieu M0, il y aura de l'uracile. D'accord? Et après, vous faites la réplique. Et le milieu de réplique, c'est M0 Gal sans ura. Et du coup, seuls vont pouvoir se développer les diploïdes qui sont de phénotype Gal+. Gal+, ça veut dire il y a complémentation fonctionnelle. D'accord? Ça va, ça? Et donc, pareil, si lorsqu'on fait la réplique, donc là, on a sélectionné nos diploïdes, on a des colonies qui se développent, on fait une réplique et
si le diploïde il ne se développe, enfin, il n'y a rien qui pousse sur un milieu M0 égal, alors ça voudra dire qu'il n'y a pas complémentation fonctionnelle. D'accord? Donc là, on a tout vu, revu le principe du test de complémentation fonctionnelle et la sélection des diploïdes. OK? Est-ce que vous avez d'autres questions? Personne? Ok, bah écoutez, du coup, je vais arrêter de partager mon écran. Je vais vous souhaiter bon courage pour la suite. Et puis, bah, on se reverra probablement dans la surveillance de l'examen, pas du CC. Et vous pouvez toujours m'envoyer des questions par mail, hein, si c'est des questions qui sont pas trop longues et que je peux euh, vous expliquer par écrit, quoi. OK? Bah, je vous souhaite une bonne soirée et puis une bonne fin d'année. Au revoir.